5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La jeunesse est une bonne synthèse de chances incroyables dont pourrait bénéficier l'Afrique dans les décennies à venir, mais aussi des handicaps auxquels le continent pourrait faire face. Ce sont des mots de Lionel Zinsou, banquier d'affaires, ancien premier ministre du Bénin. Les diplômés chômeurs sont une triste réalité sur le continent où bien souvent les formations universitaires ne correspondent pas aux besoins des économies. Cette non-insertion constitue, selon plusieurs observateurs, une bombe à retardement que confirment les statistiques faisant état sur le continent africain de la hausse de la délinquance, des troubles à l'ordre public et même de la consommation de drogue. Mais les choses sont en train de changer avec le développement de la formation professionnelle devenue une priorité. Des initiatives privées naissent dès lors pour accompagner les diplômés chômeurs ou même les étudiants à une réinsertion professionnelle. On se penche aujourd'hui sur la question avec autour de la table 3 invités triés sur le volet. Childéric Carlos Sessou, bonjour et bienvenue. Bonjour Ahmad. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ça va, Dieu merci. Super. Vous êtes le coordonnateur du projet La Seconde Corde à Monac. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Waliou Aïné, bonjour et bienvenue. Bonjour Aman. Vous êtes entrepreneur et également promoteur d'un centre de formation professionnelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Et Jean-Luc Yambaudet, il est entrepreneur. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour monsieur Aman. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va, Dieu merci. Un plaisir de vous avoir également sur le plateau. Et je commence justement par vous, parce que votre histoire m'intéresse tout particulièrement. Vous avez fait quelle formation à l'université? Et aujourd'hui, vous investissez dans quoi? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Moi, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris une formation en droit à la faculté des droits et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Et en parallèle, je m'étais également inscrit en anglais. Donc je faisais les deux formations. Quand j'ai eu l'opportunité de me former également en couture au sein de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Donc j'ai saisi l'opportunité. Après l'obtention de mon diplôme, quand il nous était demandé d'aller en stage de perfectionnement et de revenir pour le master, moi je me suis donc consacré entièrement à la couture et c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord, donc du droit à la couture. Oui, c'est impossible. Vous ne maîtrisez plus un traitement du droit aujourd'hui ou ça vous aide aujourd'hui à rédiger les contrats de travail? Bon, c'est vrai que ça sert toujours. C'est une expérience et ce n'est pas pour dire que j'ai abandonné les études pour abandonner. J'ai bien un projet de poursuivre les études, mais aujourd'hui, de façon pratique, ce qui me permet de m'en sortir dans la vie, c'est la couture quand même. De subvenir à vos besoins, Oui, c'est la couture. C'est la couture, c'est Et ça. le droit, l'anglais, à quoi ça vous sert aujourd'hui fondamentalement? Bon, vous savez que l'anglais, c'est un vecteur de communication. Ça vous ouvre sur le monde et surtout sur le monde des affaires également. Donc, ça me permet forcément de ne pas être limité dans mon contact avec la clientèle. Et le droit, vous savez que le droit, c'est un domaine transversal. Ça embrasse tous les domaines de la vie. Donc, ça me permet aussi de pouvoir savoir poser mes pas au niveau des clients. Pour la petite expérience que j'ai eue jusque-là, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je fais partie des rares professionnels du domaine qui ne sont pas confrontés aux disputes incessantes avec les clients et tout. Et c'est parce que justement, quelque part, je me sers des notions que j'ai acquis en droit. Je sais ce qu'il faut, comment poser mes pas, j'allais dire, pour ne pas outrager tel ou tel client. On essaie toujours de se comprendre et voilà. Alors, est-ce que vous vous dites heureusement que j'ai fait aussi la couture pendant que j'étais à l'université? Je me dis un peu ça. Parce que c'est vrai, il y en a dans le lot de mes promotionnaires qui aujourd'hui exercent un peu dans le domaine, mais il y en a d'autres qui jusque-là n'arrivent pas vraiment à s'en sortir sur le tas. Donc avec moi, ma formation en couture, j'arrive quand même à m'en sortir et je projette même de poursuivre mes études et en droit, pourquoi pas. Et tout ça, c'est grâce à la couture. Donc forcément, et quelque part, je me dis que j'ai quand même pris une option dans le temps qui n'était pas une perte de voix, voilà, une perte de temps. Voilà. D'accord. Alors, vous avez écouté l'histoire de Waliou, résumée en peu de temps évidemment. Est-ce que dans votre centre, vous recevez des profils de ce genre, des étudiants ou des diplômés qui ont fini peut-être la licence, mais voire même le master, et qui, sur le chemin de l'insertion professionnelle, se retrouvent à être confrontés à beaucoup de difficultés et décident de se tourner vers une formation professionnelle? Alors, merci pour la question. Bonjour déjà aux téléspectateurs.
C'est exactement la raison d'être de notre centre. Nous voulons être une école de deuxième chance. Parce que il a tout dit, en fait. J'étais vraiment très impressionné en l'écoutant. Et finalement, très heureux d'être sur ce plateau parce que nous avons compris que la première chance que l'école traditionnelle, en fait, offre ne permet plus aux gens de se prendre en charge. Et le but dans la vie, au final, c'est de vivre dignement. Alors, quand vous allez à l'école classique, tel que ça se passe aujourd'hui, on n'a plus de possibilité d'insérer en fait nos étudiants qui sont diplômés je ne veux pas citer de nom de filière. Il faut forcément aujourd'hui des formations para-universitaires, il faut forcément en fait des formations deuxième chance pour que si la première chance ne fonctionne pas, la deuxième chance puisse permettre en fait à l'individu, aux compatriotes de se prendre en charge. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc c'est ce que nous, notre école, c'est une école qui reçoit des personnes qui sont déjà étudiants, des personnes qui sont diplômées et qui ne trouvent pas du travail avec le premier diplôme. Pour ma part, je pense que le diplôme que vous avez obtenu et que vous n'avez pas pu rien faire avec pendant 10 ans, 15 ans, ce diplôme-là ne vous a plus finalement servi. Ce n'est pas le but d'un diplôme. Pas du tout. Donc, c'est ce que nous observons. On cherche du travail pendant 20 ans. On cherche du travail pendant 15 ans. Il faut changer de paradigme. C'est difficile comme projet, c'est long aussi, mais il faut y aller. Et on y est aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. D'accord. Alors, Chidali Sencho, à quel moment on prend conscience de ce qu'il faut nécessairement se donner une deuxième chance, se tourner vers une autre alternative? Merci bien, Herman. Je pense que quand on est confronté aux réalités de notre moment, de notre période, et quand on voit un peu la situation de ces compatriotes, des jeunes comme soi-même, et lorsqu'on se rend compte que le besoin du marché de l'emploi n'est pas forcément les compétences que nous avons en tant qu'étudiants ayant fini sa formation, et c'est normal qu'il faut donc prendre la décision d'aller donc de s'offrir une seconde corde à son acte, d'avoir une seconde activité, une deuxième activité. Alors, il faut partir du contexte, sinon de l'état des lieux. Et même, vous savez que nous avons des universités privées comme publiques au Bénin qui forment, qui donnent de très bons contenus en termes de formation, des diplômes dont vous avez reçu tout à l'heure, des gens qui ont été, je crois, en RDC et qui sont venus au pays avec un trophée. C'est dit que dans nos centres de formation, dans nos universités, il y a un travail qui se fait. Mais le mal, c'est que le travail qui se fait n'est pas forcément le besoin sur le marché en termes donc de compétences. D'aucuns me diront que, et pourtant, d'autres arrivent à s'insérer à partir de leur diplôme. Oui, mais combien arrivent à s'en sortir? Aujourd'hui, nous avons peut-être un besoin, je donne juste un exemple, comme un échantillon, de 10 personnes, de 10 possibilités de postes à pouvoir sur le terrain, mais il y a de milliers de jeunes qui ont ce même diplôme. Et avant que les 10 qui sont insérés ne finissent, donc ne fassent leurs 30 ans de service, c'est qu'il y a encore d'autres, de plusieurs milliers de jeunes encore qui ont ce même diplôme encore et qui attendent cette postes qui ne sont pas encore libérés, donc qui seront libérés au bout de 30 années. L'autre aspect, c'est que vous êtes formé, mais quand vous allez dans ces entreprises, l'État est obligé encore de faire une mise à niveau en quelque sorte, parce que ce n'est pas le besoin exactement dans ces entreprises, ce n'est pas ces compétences que vous avez. Et Jean-Luc a été clair, lorsque vous arrivez à avoir une seconde corde qui vous permet de vous en sortir, ce n'est pas que vous abandonnez forcément les études, mais ça vous permet également, comme il a un projet, de financer encore votre formation, parce que les parents ont fait un effort jusqu'à un niveau donné, et tous les parents ne pourront pas vous aider jusqu'au master, pour vous aider à faire votre thèse. Mais est-ce que vous serez un jeune de 30 ans, de 25 ans, à espérer toujours que les parents vous accompagnent? Il faut également faire un effort. Mais si vous n'avez pas de revenus, si vous n'avez pas de revenus, comment vous allez pouvoir vous en sortir? Et donc, c'est l'état des lieux aujourd'hui. C'est le constat que nous faisons. Et il est important de dire aux jeunes,
faites vos études universitaires parce que nous sommes dans un système francophone. Un jour, vous aurez peut-être la chance d'être recruté sur la base de ce diplôme. Mais à côté, en attendant, pendant ces 10 ans de recherche, de 20 ans de recherche de l'emploi, en attendant donc que ce jour n'arrive, il faut que les compétences que vous allez donc acquérir à partir donc, de votre seconde corde puissent vous servir. Et beaucoup aujourd'hui ont compris que une fois qu'ils ont posé le premier pas, qu'ils ont une seconde corde, cette seconde corde qui leur permet donc de s'en sortir dans la vie, cette seconde corde devient après la principale. Tout à fait. La principale Tout activité. à fait. Et on oublie même le diplôme, et beaucoup sont dans le cas. Je suis sûr que des gens nous suivent actuellement et qui partagent cet avis. Tout à fait. Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la couture que vous avez apprise, je vais dire, au détour de votre passage par l'ensemble artistique et culturel des étudiants, si vous avez l'impression que cela risque de devenir votre profession sur la durée? Bon, merci beaucoup, M. Herman. Je crois bien que cela risque de le devenir parce que, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de me réveiller quand je veux, de travailler selon ma programmation personnelle, de rentrer chez moi quand je veux. Ce qui ne sera pas le cas quand je serai employé par quelqu'un. Du coup, je me demande, est-ce que je pourrais encore aujourd'hui me ranger sous les ordres de quelqu'un qui va me dire, tu es au service à 7 heures du matin, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, tu es là, et à la fin du mois, tu t'attends à un salaire fixe qui peut-être ne va pas pouvoir couvrir tous tes besoins au cours du mois. Bon, c'est vrai que je pourrais le faire, c'est pas que je le dis pour être paresseux et tout, je pourrais le faire, mais toujours est-il que aujourd'hui, la couture me permet de fixer, voilà, mon salaire. C'est-à-dire, si quelqu'un doit me recruter aujourd'hui et qu'il ne me place pas dans une certaine fourchette, je peux lui dire miette, je préfère me consacrer à ma couture, savoir que je vis des efforts que je fournis plutôt que de me tuer inutilement pour quelqu'un. Parce que moi, je fais une petite analyse aujourd'hui. Pour la plupart des emplois disponibles, ce qui est tout de suite accessible, les salaires varient entre 25 et 60 000. Et quand je fais... Mais le SMIC est quand même à 52 000. Est-ce qu'il y a des gens qui payent? Est-ce qu'il y a des gens qui payent en dessous du SMIC? Plein. Quand vous voyez les offres de formation sur la toile aujourd'hui, ce qu'on propose généralement, c'est 25 000, 30 000. Et quand je fais un tour des charges que vous devez supporter pour pouvoir être réellement efficace sur ce travail, vous vous retrouvez déjà à épuiser les sous et même à vous endetter. Du coup, je me dis, pourquoi s'engager sur cette voie quand je sais qu'avec ce que je fais, je peux quand même économiser, ne serait-ce que ce qu'eux, ils gagnent comme salaire. Du coup, jusqu'à ce que quelqu'un me propose aujourd'hui un salaire qui puisse me permettre d'économiser au-delà de ce que j'économise, je crois que je ne vais pas courir pour faire la courbette pour travailler. Très bien. Allez, Waliou, on observe aujourd'hui que le phénomène devient criard. Des étudiants en fin de formation qui finissent et qui, malheureusement, après quelques années de recherche d'emploi sans succès, se tournent généralement et principalement vers le commerce. Et on se rend compte que de plus en plus, le commerce en ligne commence par se développer. On devient des entremetteurs. Vous vérifiez ou vous consultez les stories sur Internet ou sur les plateformes. Vous voyez qu'ils vendent des tissus, que tout le monde vend maintenant des tissus, que tout le monde vend des mèches, que tout le monde vend des produits venus de Turquie, des produits cosmétiques. Bref, on a l'impression qu'il y a un autre secteur qui est en train de se développer aujourd'hui autour du commerce en ligne. Et tout le monde est en train de se ruer vers cette nouvelle... C'est devenu presque la nouvelle ruée vers l'or. Tout à fait. Alors, la question que... En fait, la problématique que vous avez abordée soulève deux problèmes majeurs. Déjà, il faut que ça soit clair. Moi, je suis un entrepreneur et je refuse de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Vous savez pourquoi? Tout le monde n'est pas fait pour entrepreneur. Tout le monde n'est pas du tout... Quand il parlait tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur ne se fabrique pas... On ne fabrique pas un entrepreneur forcément dans une salle de classe. Comme on peut fabriquer un comptable, on peut fabriquer ceci. Donc, on n'est pas... Tout le monde ne peut pas et tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Ceci dit,
vous allez voir 5% seulement des personnes qui vont sur des commerces en ligne ou même en réel qui vont réussir, contre 95% qui vont échouer parce qu'ils s'y sont allés par illusion. Ils sont allés en entrepreneuriat pour 2 raisons. La première raison, l'autre fait, il paraît que ça marche et j'y vais. Quand vous partez en entrepreneuriat, par cette raison, vous avez 99% de chances d'échouer. La deuxième chose, c'est que j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Et donc, il faut que je vive quand même. Mais tout se prépare dans la vie. Le succès d'une opération va résider dans sa préparation. À chaque fois que vous allez arriver en entrepreneuriat ou dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle activité dans la vie de cette manière, vous échouerez. Donc, pour revenir en fait sur sa question, quand on parle d'emploi en fait qui est mal payé et tout ça, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de ce que vous avez appris, ça dépend de qui vous recrute, ça dépend de ce que vous offrez comme compétence. Le problème majeur, Monsieur Ayman, si nous voulons être sincères, le problème majeur dans notre société, il a dit, c'est la capacité des écoles de formation, des universités à transférer de la compétence directement à l'apprenant. C'est le cœur en fait du problème, c'est là. Le cœur du réacteur. Voilà, le vrai problème, c'est la capacité d'un centre de formation, une école de formation, une université, à transférer de la compétence réelle, en fait, à un apprenant qui reste problématique, compte tenu de plusieurs choses. Déjà, une vraie formation technique, professionnelle ou universitaire coûte de l'argent. Une vraie. Il y a beaucoup de fausses formations, en fait. Et les gens sont obligés de faire parce que il faut le faire et puis on le fait parce que c'est le populisme. Mais la vérité a un coût. Avec tout ce que vous devez faire en fait de vrai a un coût. Et ce qui est bien est rare. Ce qui est bien n'est pas disponible sur le marché. Revenons sur des chiffres de manière précise. Il y a quelques années, le professeur Elojougou Ali de l'université d'Abomey-Calavi déclare ceci. À l'université, nous avons 3000 étudiants inscrits à la faculté de géographie. Le Bénin, notre pays, n'a pas besoin de plus de 100 géographes par an. Les 10 dernières années, il y a eu près de 30 000 diplômés donc, qui n'ont pas pu s'insérer. Cette question, ce sujet se répète dans plus d'une vingtaine de filières. Le problème, il est là. Aujourd'hui, on connaît les métiers qui permettent d'insérer facilement. On connaît les métiers aussi qui permettent de se prendre en charge, en fait, facilement. Pourquoi alors on n'arrive pas à aller faire ces formations? Pourquoi alors on laisse encore les enfants aller traîner dans des formations? On n'a jamais dit que ces formations sont mauvaises, en fait. On n'a jamais dit aussi que tout ce qui se fait là-bas est mauvais. Mais on a dit qu'aujourd'hui, ce que ces formations génèrent en termes d'opportunités est tellement réduit que ça ne permet plus, en fait, à nos compatriotes de se prendre en charge assez rapidement. Et donc, il faut une réorientation massive. Et donc, avoir des centres de formation qui permettent de transférer de la vraie compétence pour le besoin du marché d'aujourd'hui, premier challenge. Le deuxième challenge, que les parents puissent trouver les moyens de payer, en fait, la vérité. Troisième challenge, que l'enfant, en fait, nous sommes dans un environnement où il y a un gros problème sociologique. Moi, mon père, si vous voulez, moi j'ai fait les études à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ailleurs aussi. Mon papa n'a jamais compris pourquoi je dois entreprendre. Parce que pour lui, ça a été un vrai combat. Moi, on n'a pas parlé avec moi pendant 2 ans parce que je suis diplômé, j'ai un master et que je ne travaille pas dans un bureau. On a un problème sociologique qui fait que dans la tête du parent, déjà, il a dit, les parents, chez nous, quand ils poussent l'enfant jusqu'à un niveau donné, systématiquement, l'enfant doit pouvoir faire un retour après le bac, après la licence, après ceci, cela. Donc, il faut un travail sociologique pour qu'on comprenne que les choses ont changé. On n'est plus dans le monde où, quand on a le master, ça donne droit à un emploi directement. Quand on a la licence, tout ça, c'est fini, ça. Nous devons nous reprendre en main et pouvoir se relever. Je vais m'arrêter là pour que le débat puisse continuer. Absolument. Oui. Question, si vous permettez,
la précédente question que vous avez adressée à M. Ainé, je voudrais donc intervenir également là-dessus concernant donc, le commerce qu'on constate aujourd'hui sur Internet. Ça pose le problème que nous traitons aujourd'hui. Vous savez que le jeune, il a le diplôme, il a déjà fait 2 ans, 3 ans à la maison sans obtenir un emploi et il faudrait qu'il puisse se prendre en charge. Il va vers ce que j'appelle la facilité. Parce que le commerce, c'est vrai, c'est bon, mais il n'a pas les compétences pour. Et il prend le chemin le plus rapide, il va, parce qu'il a 100 000, il a 100 000, il a 200 000 à côté, il va donc acheter les mèches, il va acheter du téléphone portable, il commence donc par proposer aux jeunes Béninois, aux Béninois pour donc se faire de bénéfices. Mais en réalité, ce qu'il devrait faire, c'est d'aller se faire former dans un domaine donné. Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat tel qu'on le dit, il n'y a pas d'entrepreneuriat si vous n'allez pas donc acquérir des compétences dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Si vous voulez être commerçant, même si c'est pendant 6 mois, 1 an, allez voir quelqu'un qui a son commerce, qui a son entreprise et faites l'effort de vous faire former dans ce domaine. Lorsque vous voulez être un couturier comme Jean-Luc et avoir donc une maison de mode, il faut d'abord aller donc acquérir les compétences. Et lorsque vous finissez, vous êtes nanti de ces compétences-là, vous allez d'abord commencer par rendre des services. On ne parle pas encore d'entreprise. Des services, vous avez ces compétences, on vient vers vous, alors rends-moi ce service contre donc évidemment de l'argent. C'est au fil des années que cette compétence que vous avez, cette seconde corde, vous permettez, va se transformer maintenant en une entreprise que vous allez formaliser et sans grande difficulté. Vous voyez que vous n'allez pas rencontrer les difficultés que les autres rencontrent. Ouais. Et pour ça, moi, je voulais rebondir et pour ça, les parents doivent effectivement aider. Vous voyez, la société, j'ai noté, quand M. Ainé parlait, j'ai noté que des parents et même l'environnement proche n'est pas encore prêt à comprendre que quelqu'un qui est un master aille faire la couture. Vous savez, nous, dans le travail que nous faisons, vous m'avez présenté en début en tant que coordonnateur du projet La Seconde Corde à Monac, nous avons donc rendu visite à des gens comme M. Jean-Luc et quelqu'un nous a fait le témoignage de dire que quand lui, il a fini sa formation à l'université et qu'il a entrepris, il a pris l'initiative d'aller se faire former dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa formation universitaire, un vieux le voit le rencontre dans le quartier, dit « Cher ami, mon fils, tu fais quoi désormais ?» Il dit je suis couturier. Le vieux ne comprend, il n'est pas prêt à comprendre. Comment toi, tu n'as rien appris? C'était la réponse du vieux. Vous voyez, ça veut dire que la société n'est pas encore prête à accepter ce qui est pourtant vrai. M. Ainé l'a dit plusieurs fois, la vraie formation. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les parents et l'environnement proche, la société doivent être donc d'accord à accompagner ces jeunes. On a pourtant vu le chef de l'État, le président Talon, je veux dire, montrer le chemin en recevant, on s'en souvient, ce jeune pharmacien ébéniste. Il l'a reçu justement et il a d'ailleurs aidé évidemment à avoir son ascension sociale, son ascension professionnelle, donc sa pharmacie. Mais le côté qui a bluffé le chef de l'État, c'est que ce jeune pharmacien est aussi ébéniste, il travaille le bois et il a appris justement en côtoyant son oncle, ce documentaire que Ahmed Soukago diffusé sur la télévision nationale, à qui d'ailleurs on fait un coucou au passage. Donc quand on voit le chef de l'État encourager ce genre d'initiative et qui à côté dit il faut que nous créions ou que je puisse mettre en place des lycées professionnels, des lycées techniques pour permettre aux jeunes d'avoir de la compétence, c'est que au plus haut sommet de l'État, on est inquiet et on comprend l'urgence, je veux dire, de ce qui se passe. Vous avez parfaitement raison et merci donc de me donner cette opportunité de saluer ce que fait donc le gouvernement de notre pays, notamment le président de la République, qui à travers plusieurs initiatives, vous avez cité ce jeune qui a été reçu en audience, vous avez cité l'initiative des lycées, vous avez oublié l'innovation, la première du genre, Aglo-Dibé, qui se développe, où il y a des milliers de jeunes qui ont obtenu un boulot. Ce n'est pas celui qui a un grand diplôme qu'on recherche là-bas, mais c'est être disponible et avoir la capacité à transformer à partir de cette voie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous savez, ça... On a pris 63 ans
à nous dire que c'est à Koweït. Va étudier, obtiens ton diplôme et il y a un emploi qui t'attend pendant 63 ans. J'espère qu'on ne va pas faire autant avant de changer dans l'esprit des Béninois et des Africains de façon générale que c'est bon de faire ces diplômes, de faire ces études, mais il faut également faire d'autres compétences à côté. Ça va prendre du temps. Au niveau du gouvernement, ça a commencé. Il faudrait que nous également, en tant que Béninois, citoyens, on puisse accompagner et comprendre. Ça ne sera jamais automatique. J'ai donné l'exemple de ce jeune avec ce vieux tout à l'heure. Il faut continuer par sensibiliser. Et peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, les gens vont comprendre. Il y a beaucoup qui ont compris. Les gens comme Jean-Luc, il n'est pas le seul. Je suis un exemple aussi, vous savez, monsieur Emana Amegan. Voilà, monsieur Waliou l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de cas aujourd'hui et ça nous réjouit. Mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Parce que c'est comme une goutte d'eau seulement. Tout à fait. Et il faut continuer. Pour répondre sur monsieur Eman, effectivement, on va saluer les actions du chef de l'État, en fait, qui pose des actions fortes, en fait, pour donner un message clair de là où nous voulons aller. Il a mis la priorité sur la formation technique et professionnelle d'ici l'horizon 2030, c'est d'avoir 70% de formation technique et professionnelle contre 30% de formation d'enseignement général. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le chemin à suivre. On n'a pas, il n'y a rien à faire, sinon on fonce droit dans le chaos. Et dans ce registre, en fait, il a lancé récemment le volet formation du projet H, l'assurance pour le renforcement du capital humain, où nous allons transférer aux artisans béninois des compétences nouvelles, des compétences techniques et des compétences managériales. Nous démarrons, nous, dans notre centre, la formation en boulangerie-pâtisserie déjà la semaine prochaine, pour dire vraiment merci au président de la République pour ces actions, en fait, qui sont initiées et qui lui-même met au devant de la scène pour montrer le chemin à suivre. Mais nous devons prendre une conscience générale pour savoir que la situation d'aujourd'hui nous appelle à la raison, à ce que nous nous approprions de ce que nous pouvons faire de notre main. On parle de Jean-Luc. Moi, je suis diplômé d'un master en administration des entreprises. Et aujourd'hui, je ne travaille pas avec mon diplôme. Mais attention, tout ce que moi j'arrive à faire, c'est grâce aux études que j'ai faites. Il a dit qu'il arrive à encadrer la relation avec ses clients, il arrive, il se met en anglais. Il a professionnalisé son métier. Tout à fait. À chaque fois qu'une personne diplômée d'une école ou d'université va aller dans un métier pratique et va exploiter toutes ses capacités, il va être toujours au top niveau. Il va ramener de la valeur ajoutée. Il va faire comme le jeune pharmacien que le président de la République a reçu. Il va faire, parce que dans ces métiers, ces métiers sont toujours restés à un niveau vraiment actif, au niveau bas. Mais quand vous arrivez avec de la nouvelle technologie, avec de la nouvelle connaissance, vous pourriez soulever le monde. Vous pourriez faire des choses miracles. Tout ce que moi j'arrive à faire, c'est parce qu'une fois je suis allé à l'école dans ma vie. Et je rends grâce à mon pays qui m'a permis d'étudier et à tous les pays qui m'ont formé aussi. Donc, aller à l'école, c'est une très belle chose. Mais pouvoir apprendre quelque chose et vivre de sa vie aussi est encore meilleur. D'accord. Alors, Jean-Luc, est-ce que vous êtes aussi aujourd'hui aussi dans le combat de, on va dire, d'inciter vos amis, vos frères, des jeunes comme vous à prendre un chemin qui leur permettrait de s'autonomiser sur la route de l'emploi? Merci beaucoup, monsieur Eman. Il faut dire que le social, c'est ma passion. Monsieur Sessou en sait quelque chose. Actuellement, je suis le directeur en exercice de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Wow. Vous savez, c'est une institution qui forme les jeunes étudiants à l'entrepreneuriat dans divers domaines. Nous avons 8 divers domaines de formation. Actuellement, même, nous sommes en train de recruter. L'année qui vient de finir, nous avons recruté environ 500 jeunes qui ont été formés. Cette année, le projet, c'est d'aller au-delà de 500, pourquoi pas 700, 800, que nous allons recruter, former également. L'objectif, c'est toujours leur permettre d'avoir des compétences avérées dans leur domaine de passion respectifs pour pouvoir quand même se soutirer, j'allais dire, du lot des diplômés sans emploi qui ne cessent de s'agrandir. Donc, nous sommes de plein pied dans le combat. Et nous n'allons pas nous fatiguer tant que ça ne sera pas réglé. Voilà. D'accord. Alors, Chiléric, vous, justement, pour apporter votre pierre à l'édifice, vous avez innové, vous avez créé ce que vous appelez le projet, la seconde corde à mon arc. De quoi s'agit-il fondamentalement? Alors, la seconde corde à mon arc, ce n'est qu'une initiative de sensibilisation. Nous portons la bonne nouvelle aux jeunes. Nous leur disons
tel que je l'ai répété ici plusieurs fois, c'est bon d'aller à l'école, c'est bon de faire des études universitaires, mais à côté, faites une formation pratique. Le temps que vous ne gagnez un boulot grâce à votre formation universitaire, ce temps-là, vous pouvez déjà être en train de profiter, d'accord, des avantages, des compétences que vous allez donc acquérir à partir de votre formation pratique. C'est tout le message, ni plus ni moins. Et il y a donc plusieurs activités à travers lesquelles donc, nous arrivons donc à sensibiliser ces jeunes. Nous portons à leur connaissance des jeunes qui sont des exemples, qui ont compris le message, qui ont réussi à gagner leur vie, qui gagnent leur vie à partir donc de leur formation pratique et qui pour le moment ne profitent pas encore de leur diplôme universitaire. Quand comme les Chinois le disent, une image vaut mieux que 1000 mots. Lorsque vous adressez un message à un jeune, à partir donc d'un exemple concret, s'il est intelligent, excusez du peu, il peut donc en tirer profit. En dehors de ces exemples que nous présentons à ces jeunes, nous organisons également des activités. Nous faisons donc des déplacements dans des écoles, pour échanger avec des élèves, pour partager ce même message avec eux. Nous avons également ce que nous appelons la journée de la seconde corde à Mona, qui est notre activité phare que nous prévoyons d'ailleurs pour le 10 novembre prochain, où nous regroupons des jeunes et à travers des communications, des panels, des expositions de jeunes qui ont déjà réussi sur ce chemin que nous indiquons, ils sont là comme des exemples. Donc, à travers ces différentes activités, étapes, nous échangeons donc avec ces jeunes-là pour leur montrer que c'est la solution aujourd'hui. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans, vous n'utilisez pas le téléphone que vous avez aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. C'est un téléphone différent, intelligent que vous avez. Pourquoi vous avez accepté ce changement? Et pourquoi nous ne voulons pas accepter et comprendre, comme M. Aïné l'a dit, que tout n'est plus comme c'était, que tout a vraiment changé. Il n'est plus question de compter uniquement avec sa formation universitaire. Ne tournons pas autour du pot. C'est une réalité et des exemples sont là, concrets. Si on a accepté des changements dans la société... D'autres vous diront qu'on peut faire une formation universitaire et s'en sortir ici. Je fais le choix, par exemple, des métiers du numérique. Je suis dans l'informatique, je suis dans la mécanique, je suis dans la robotique, je suis dans la programmation. Ce sont des métiers dans lesquels on peut s'insérer facilement. Exactement, et nous encourageons cela. Allez enseigner cela dans nos universités au lieu des formations auxquelles je pense et que je ne vais pas citer. Non, on a quand même aussi quelque part la mécanique. On a quand même aussi quelque part besoin de littérature pour adoucir les mœurs. Oui, exactement, on en a besoin. Et ici, on a été clair. Monsieur Aïné a pris vraiment le temps de le dire. Aujourd'hui, nous réussissons parce qu'à un moment donné, on a accepté faire des formations universitaires. On a accepté aller à l'école. Ce que l'école nous apporte, c'est grand. Et lorsque quelqu'un qui a d'abord passé cette étape-là, qui a suivi cette étape, prend maintenant le chemin que nous indiquons, c'est qu'il réussit mieux que le voisin qui a commencé cette formation en abandonnant les classes au CE ou bien à l'école primaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, aller à l'école, c'est très bien et nous encourageons ça. Mais notre message, c'est à côté de cela, faites une formation pratique. Et en attendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette formation pratique nous vous donne, donc je vais le dire de façon très simple, à manger, vous allez donc profiter d'abord des bénéfices, des avantages de votre formation pratique. C'est très simple. Et donc c'est notre combat, Herman Amegrand, depuis 2017 que nous menons ce combat. Et on espère, on est heureux que beaucoup donc accompagnent cette initiative. Les parents auront un grand rôle à jouer en acceptant également, en comprenant d'abord et en acceptant que c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Très bien. Allez, on va inviter à présent Stanislas Osalinkon qui, lui, justement, a collecté pour nous les avis de nos amis internautes. Pensez-vous que la formation professionnelle est une réelle solution au chômage ambiant? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent, eux aussi, participer au débat, au forum de discussion avec nous ici en plateau. Eux, ils sont intervenus par Facebook et éventuellement par X aussi, je ne sais pas. En tout cas, Stan nous le dira. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Herman Amegrand, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien.
Allez, est-ce que le débat sur les réseaux sociaux intéresse plus d'un, ou comme il ne s'agit pas de politique, les gens, les sujets du peu fier dessus? Bien sûr, c'est un sujet très intéressant pour nos amis, puisqu'ils sont nombreux là-bas à rechercher de l'emploi au quotidien. Les avis sont partagés sur la question, Rodrigue et Mme Megan. De nombreux internautes estiment donc que la formation à l'emploi reste une porte de sortie du chômage. D'autres relativisent cela. Pour ces derniers, la formation professionnelle contribue plutôt à la réduction du taux de chômage. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que nous allons voir à travers les commentaires que vous avez dûment sélectionnés pour nous. Absolument. Nous allons rester sur nos pages Facebook où ils sont nombreux à réagir. Là-bas, nous retrouvons Karine Reine Tchako qui affirme: la formation professionnelle est une réelle solution, car une fois que tu sais faire quelque chose, les gens auront toujours besoin de toi et vont toujours solliciter tes services. La formation professionnelle met au centre un savoir-faire réel, ce qui permet à l'individu de connaître le besoin réel des consommateurs, les méthodes et outils nécessaires pour les satisfaire. L'individu est donc aiguisé. Il connaît l'environnement dans lequel il vit, le besoin réel des gens qui sont autour de lui et ses concurrents. Il sait réellement ce qu'il fait et comment il faut le faire. Il est indépendant et sait que sa vie ne dépend que de lui. Il est constamment à la chasse, nous confie notre amie Karine Reine Tchako. David nous soutient aussi qu'aujourd'hui, il faut être utile à quelque chose afin d'être productif sur le marché de l'emploi. Or, ce sont les formations professionnelles qui permettent d'avoir des compétences qui cadrent avec les besoins du monde de l'emploi salarié ou indépendant. Mais avant de choisir une formation professionnelle, je conseille que ça soit sur la base de sa passion, de ses prérequis et des objectifs personnels fixés, car plusieurs ont fait ces formations et se retrouvent sans travail. Bonjour le plateau, écrit notre ami Tchéclé Geoffroy le requin. Selon lui, on peut dire que la formation professionnelle est l'une des solutions au chômage et non une solution totale. En effet, on constate que le nombre de professionnels dépasse le besoin du marché, c'est-à-dire la clientèle disponible, avec aussi la presque absence d'entreprises d'offres d'emploi. Ainsi, le même jeu de chômage s'observe toujours. Je ne refuse pas qu'elle contribue à la réduction du chômage, mais ce n'est pas encore une solution réelle chez nous ici au Bénin. Merci le plateau. Caleb Agassou assure qu'effectivement on peut toutefois faire la formation professionnelle et plonger dans le chômage si après la formation on n'est pas suivi, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui peut accompagner financièrement et émotionnellement le diplômé. Donc la formation professionnelle n'est pas forcément la solution au chômage ambiant. Fataou Sabi Goura écrit: moi personnellement je ne dirais pas oui, car toute formation donne droit à un emploi normalement, que cela soit dans la fonction publique ou de l'auto-emploi. Il n'est donc pas question de faire une formation parce qu'elle est professionnelle et épargnerait le chômage du diplômé. Il est par conséquent impératif que la formation soit recherchée sur le marché de l'emploi. Aussi, que le bénéficiaire de la dite formation soit aguerri aux exigences du marché de l'emploi. Notre ami Mentonou Piclaver Daou vient clore le débat en ces termes. La formation professionnelle est une porte de sortie pour les audacieux, les courageux et les persévérants. Vous pouvez avoir une formation professionnelle et chômer. Ce qu'il faut retenir, une formation professionnelle est toujours mieux. Vous pouvez avoir tous les diplômes académiques et ne pas pouvoir être retenu par l'État. Encore qu'aujourd'hui, l'État ne veut plus des diplômés qui ont un niveau moyen. Il faut être excellent, compétent. Alors, il faut que nous sachions que pendant que notre enfant évolue dans l'école, au niveau de l'école conventionnelle, il ou elle doit suivre des formations para-académiques pendant les vacances. On ne doit pas attendre la fin de la formation professionnelle à l'université, car le terrain peut être glissant, conclut notre ami Mentonou Biclaver Adaou. Merci à vous Stanislas. Vous savez quoi, vous avez la chance et votre formation universitaire
et votre métier. Vous l'exercez très bien. Vous passez une excellente journée de travail. Merci, pareil à vous. Allez, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Chez Kalusesso, il y a une réflexion qui est revenue et j'ai du mal à capter. Est-ce qu'on peut faire une formation professionnelle et chômer? En gros, est-ce que je peux apprendre la plomberie et chômer? Moi, je ne comprends pas qu'on finisse une formation en plomberie et chômer. C'est une compétence que vous avez. Tout ce qui vous manque, c'est les outils. Les outils pour rendre le service. Et c'est pourquoi je dis que les parents doivent accompagner. Si elle est mal faite, la formation professionnelle. La formation professionnelle, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas que si vous pactez, vous ne faites pas d'efforts, vous ne vous donnez pas systématiquement, comme notre société est préparée à la facilité, si vous voulez un livre, que vous rentrez, vous n'étudiez pas, c'est fini. Si vous allez dans une formation professionnelle, ça demande de l'application, ça demande du don de soi, ça demande du sacrifice, ça demande un certain nombre de choses que 40% des gens qui y vont ne font pas et ils veulent avoir le même résultat. On peut faire la meilleure école au monde et ne pas trouver du travail si vous n'avez pas bien fait votre parcours. D'accord. Voilà. Oui, je suis d'accord, mais je voudrais faire remarquer que la qualité ou la disponibilité, l'engagement à réussir sa formation doit être une priorité. C'est un acquis selon moi. Et lorsque vous réussissez cette étape-là et vous avez votre diplôme, pour une formation professionnelle, le reste, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour finir, des outils. Lorsque vous avez le matériel, vous allez rendre des services et gagner de l'argent. Il n'y a rien à faire. Ça peut prendre du temps avant que vous ne gagnez gros. Mais vous allez gagner de l'argent et vous n'allez pas rester à la maison comme beaucoup. Herman, est-ce que vous savez que ne rien faire, est-ce que ça crée des vices? Tout à fait. Est-ce que vous le savez? Tout à fait. Et beaucoup de jeunes Béninois sont dans ce cas. Ils ont un diplôme, mais ils n'ont rien à faire. Ils sont tous les jours à la maison et c'est le téléphone portable qui est leur meilleur ami. Et c'est des vices qui se créent et c'est une bombe à retardement également. Et donc, le temps, le travail. aller vers quelque chose qui peut donc les occuper. Le temps donc de décrocher un emploi juteux, si vous voulez, grâce à votre diplôme universitaire. Mais le message que moi je passe, il est clair, vous l'avez compris certainement. Vous avez votre diplôme, c'est bon. À côté, il faut aller donc acquérir des compétences, rendre des services. Ces services que vous rendez va se transformer donc en une entreprise. Vous allez vous installer, vous formaliser. Vous allez voir vos amis qui sont à la traîne, excusez, et vous allez vous en sortir. C'est très simple. Et c'est en faisant ça qu'on va réduire également le taux de chômage. Tout à fait. Vous qui donc avez oublié le chemin de diplôme-emploi, et vous êtes allé faire votre formation, ça fait moins un chômeur pour le pays. Et si vous atteignez un niveau, ça peut prendre du temps, parce que ce n'est pas de la magie. Vous aurez besoin, à partir d'un moment donné, vous avez cité, donne l'exemple du plombier. Un jour, on va l'appeler pour rendre un service dans une maison A et en même temps dans une maison B. Il ne pourra plus, parce que c'est à la même heure. Il aura besoin de quoi? De quelqu'un, d'un collaborateur. Ça fait 2 chômeurs de moins. Et ce n'est que comme ça que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, on va finir avec le problème de chômage. Je vous assure, ce n'est pas la magie, c'est très simple, c'est comme de la mathématique. Très bien. C'est d'ailleurs, moi je voulais parler du projet Seconde Corde à Monac. En fait, c'est pour ça que nous soutenons notre projet. Merci. J'appelle en fait, toutes les personnes qui nous suivent, qui ont les possibilités de venir soutenir le projet. On sera avec eux le 10 novembre prochain à l'université d'Abomey-Cala, moi-même en personne, pour partager mon expérience avec les étudiants. Donc j'appelle toutes les personnes qui nous suivent et qui ont les possibilités de soutenir en fait ce type de projet, de se mobiliser autour de ça, parce que chaque fois qu'il y a la sensibilisation, chaque fois qu'il faut donner l'information, nous devons pouvoir le faire gratuitement. Très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce forum de discussion. Childéric Kalusesso, merci. On vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin que vous avez donc emprunté pour permettre à ce que nombre de jeunes puissent parvenir à l'autonomisation professionnelle et financière. Surtout ça, c'est très important, que ce soit par le biais de leur diplôme universitaire ou par la seconde corde qu'ils veulent bien ajouter et ajuster à leur arc afin d'avoir plusieurs palettes disponibles pour leur permettre évidemment de s'extirper de l'engrenage, malheureusement, du cercle vicieux du chômage. Le travail, comme l'a dit l'autre, éloigne de nos 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Et il est important de pouvoir exercer une fonction qui nous permet évidemment d'être meilleur dans la société, d'être chaque jour une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes.
Merci également Jean-Luc Yambodé. Vous êtes un exemple pour cette jeunesse diplômée mais qui n'arrive malheureusement pas à s'insérer sur le marché de l'emploi. Vous avez fait le choix de faire une formation professionnelle. Aujourd'hui, vous exercez à votre compte en tant que couturier et on vous souhaite d'acquérir encore plus d'expérience, encore plus de métiers pour pourquoi pas devenir créateur de mode. C'est ce qu'on vous souhaite le plus. Merci également à vous Aliou pour votre engagement aux côtés des personnes à former, évidemment à former davantage, former des personnes qui ont une réelle compétence, qui peuvent s'appuyer sur leurs capacités, leurs skills, comme on le dit, pour évidemment faire quelque chose, répondre, résoudre un problème. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Encore 2 derniers rendez-vous pour finir. Les sports de Blaise Adanko juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite dans un peu plus d'1 minute.